Si on n'est pas accompagné, on n'est pas assisté par des politiques qui sont déjà dans le gouvernement, qui supportent nos revendications, ben on ne sera jamais écouté, on ne sera jamais entendu. C'est aussi simple que ça. Oui, mais est-ce que la diaspora aussi n'a pas été victime de son inconséquence? Je ne dirais pas victime. C'est pas qu'il n'y a pas la volonté. On a la volonté de vouloir intégrer, de vouloir s'impliquer dans le processus de développement socio-économique, politique, à tous les niveaux. À tous les niveaux de la communauté haïtienne. Mais malheureusement, l'État ne veut pas, parce que l'État ne veut pas qu'on intègre le système. Je ne sais pas pourquoi, mais l'État ne veut pas qu'on intègre le système. L'État veut qu'on reste hors du système. Et tout est fait pour qu'on reste hors du système. Tout en injectant de l'argent. Malgré on éjecte de l'argent. Oui, mais ils veulent qu'on reste hors du système, pas dans le système. Mais je trouve qu'il y a un problème. Pourquoi je vous dis que c'est que, fort souvent, nous avons créé notre propre problème. C'est que le droit ne se donne pas. Le pouvoir ne se donne pas, ça se prend. Mais dans l'organisation, si la diaspora haïtienne, là où elle se trouve, elle est dispersée, mais si elle s'organise, déjà nous sommes une force économique ou bien financière. Oui, mais ça je l'admets. si nous sommes une force maintenant politique, ça veut dire qu'il faut qu'on s'organise. C'est bien en s'organisant, on va se réunir et effectivement devant les ambassades, devant les consulats, mais en même temps, il faut faire valoir notre force, notre pouvoir, par le lobbying, etc. pour presser, pour pousser les politiciens à faire des choses. Mais sinon, ils ne vont rien faire puisque ça les arrange. Que pensez-vous? Vous savez, quand ils font des marches en France et que ça rapporte des fruits, vous savez pourquoi? C'est parce que ceux qui se cachent derrière ces revendications, ces marches, les auteurs intellectuels de ces marches, ce sont des gens qui sont déjà dans le gouvernement. Ce sont des députés, des parlementaires européens qui soutiennent ce genre de mouvement. Gilets jaunes. Vous avez été en France, je suppose, quand il y a eu les manifestations, les revendications de Gilets jaunes. Ben, il y avait plein de politiques qui étaient cachés derrière. C'était très bien organisé. Non, mais sauf qu'il y avait aussi plein de politiques, de Trump, je ne sais pas qui étaient cachés derrière ce genre de revendications. C'est le côté intellectuel des choses. Voilà. Ouais. Mais maintenant, qui on a, nous, la diaspora? On a un ministre, je ne le connais même pas. Il ne nous connaît même pas. Mais il y a une très grande aberration, M. Joseph. Mais qui va porter nos revendications? Mais ce ministre devrait sortir de la diaspora, d'Haïti. Oui, il devrait. Oui. Il devrait. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Voilà. On revient encore dans la politique exclusive. Pourquoi ils ne l'ont pas choisi chez nous? Mais c'est un leurre. On est compétents, ils savent très bien qu'à l'étranger, il y a de la ressource humaine. Donc pourquoi ils n'ont pas choisi ce ministre chez nous? Ils l'ont choisi en Haïti dans leur camp. C'était encore pour nous exclure. Je comprends bien, la diaspora haïtienne se fait berner tout le temps. Bon, ça, oui, je confirme. Là, on se fait berner parce qu'en aucun cas, un ministre des Haïtiens vivant à l'étranger ne devait être choisi en Haïti. Bon, c'est quelqu'un qui est dans la diaspora, qui milite dans le milieu associatif, qui œuvre dans le milieu associatif, qui connaît nos aspirations. C'est lui qui était censé nous représenter, notre ambassadeur. Oui. Ah, mais ça, c'est très compliqué. Mais si je comprends bien, d'après tout ce que nous avons expliqué, nous avons dit, la diaspora joue son rôle. La diaspora, bon, tout n'est pas parfait, mais la diaspora, quand même, d'une façon naturelle, répond à certaines exigences haïtiennes. Mais par contre, mais comment, d'après vous, peut-on surmonter cet handicap, ce problème, cet avatar? Il faut chambarder le statu quo. Comment il faut faire? Tout le système qu'il faut chambarder. Il faut faire comment? Puisque nous ne sommes pas là, nous ne sommes pas sur place.
Nous sommes à l'extérieur. Il y en a en Haïti qui nous écoutent, heureusement. Ils vont comprendre la nécessité que, vu le poids que la diaspora pèse dans la balance, il va falloir conjuguer avec la diaspora haïtienne. Conjuguer comment? Il faut nous impliquer. Il faut que nous ayons une force coercitive. Bien évidemment. Oui, mais si nous ne l'avons pas, comment ils vont le faire? Il faut les contrôler. Ça viendra opportun. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui prône la violence, le vandalisme. Je ne suis pas du tout dans une dynamique véhémente. Il faut brûler ceci, il faut fermer les ambassades, les consulats. Je ne suis pas du tout dans cette dynamique. Moi, je ne suis pas pour aussi. Je ne suis pas dans cette dynamique. Mais par contre, on peut aussi, et par exemple, ce que je vais dire, je vais comprendre que ça va créer un autre problème. Bon, maintenant, avec le problème des corona, on n'envoie pas de l'argent, puisque l'État ne produit rien, ou bien pas grand-chose pour envoyer vendre à l'extérieur, pour avoir des devises, pour avoir des dollars. Mais maintenant, c'est la diaspora qui envoie de l'argent. Mais c'est si maintenant, à un certain moment, la diaspora fait grève et qu'on n'envoie plus de l'argent en Haïti. Que pensez-vous? Ce ne sera pas une structure coercitive pour les inciter à faire certaines choses? Je vais employer un terme qui est un peu fort. On ne peut pas apporter une solution conjoncturelle à un problème structurel. Alors je reprends. Okay. On ne peut pas apporter une solution conjoncturelle à un problème structurel. Structurel, d'accord. Donc, comment vous allez expliquer ce thème technique à nos amis téléspectateurs afin qu'ils puissent comprendre exactement le problème? Mais je viens de vous dire, c'est tout le système, tout le statu quo qu'il faut chabarder. Oui. Ok? Haïti doit naître de nouveau. Parce que les gens qui sont au pouvoir ne comprennent pas que quand nos ancêtres nous ont donné cette indépendance, c'était dans l'unité. Vous vous souvenez de la fameuse cérémonie du bois caïman? C'est la première fois que les Haïtiens se sont rendus compte qu'il était nécessaire de se mettre ensemble, de conjuguer nos forces, nos idées pour détruire. Mais si c'était dans cette perspective, dans cette dynamique, dans cette unité, dans cette unisson, mais pourquoi ils veulent à tout prix exclure la diaspora haïtienne dans le processus du développement socio-économique et politique du pays? Mais nous sommes des Haïtiens à part entière. Pourquoi ils veulent à tout prix nous exclure? Et vous venez de le dire. C'est pas question qu'on n'est pas solidaire. Notre solidarité servira à quelque chose quand on sera entendu, quand on sera écouté. Mais on va beau parler. Mais les WhatsApp, des messages sur WhatsApp, mais tous les sénateurs, les parlementaires, les députés haïtiens, les ministres, ils sont tous sur nos forums, ils sont tous connectés sur WhatsApp. Mais ils ont déjà entendu nos cris. Je ne sais pas combien de fois, combien de milliers de fois. Mais ils font la soupe d'oreille. C'est qu'à un moment donné, il faut agir. Mais agir comment? Mais monsieur Jean-Yves Joseph, je vais vous expliquer. Prenons le cas que quand vous prenez un lion. Le lion qui court après l'agneau. Il attrape l'agneau. Il a attrapé l'agneau, mais l'agneau est en train de pleurer. Mais ça, le lion ne va pas lâcher. Mais si l'agneau pouvait faire une force légitime défense. Voilà, au lion, ça allait marcher. Mais c'est à nous d'agir. Maintenant, agir comment? Pour agir, il faut être une force. Mais cette force, comment on va le faire? Je vous ai dit tout à l'heure, moi je comprends qu'on a dit fort souvent, et si vis pacem parabellum. Alors si vous voulez la paix, il faut faire une guerre. Il faut préparer votre guerre, il faut préparer la guerre. Mais cette guerre n'est pas forcément qu'on va prendre les armes pour blesser les gens, pour tirer sur les gens, pour casser les ambassades. Non, on n'est pas là. Mais on peut faire des choses d'une façon méthodique.
Mais qui doit, les lois doivent être changées par qui? J'ai déjà évoqué le mode opératoire, mais apparemment, vous ne m'avez pas suivi. Je dis, il faut des politiques qui soutiennent nos revendications. Il faut qu'on s'organise pour envoyer des gens dans la diaspora haïtienne nous représenter au Parlement haïtien. Effectivement. Ok. Maintenant, pour ce faire, il faut changer la loi en Haïti. Il faut amender la Constitution. La Constitution ne va pas s'amender elle-même, mais il faut des gens en place pour qu'il faut qu'ils veulent. Ou bien, non seulement il faut qu'ils veulent, il faut les presser. Il faut les contraindre de le faire. Mais maintenant, la question, c'est comment? Moi, j'ai appris qu'il y a des amendements qui ont été faits pour que la diaspora puisse participer librement dans les élections. Moi, je ne suis pas candidat, moi, je peux pas le savoir, vous voyez. Mais j'ai appris qu'il y a des lois. Il y a des places qu'on donne. Par exemple, le maire, je pense jusqu'à la députation, mais il y a des places aussi, la Constitution. Il y a une restriction. Voilà. Exclure certaines personnes, surtout des gens qui ont eu une nationalité dans notre pays. Dans notre pays. Mais par contre, tout à l'heure, vous avez parlé de l'exclusion. On va comprendre que sémantiquement, mais systémiquement, Haïti est une république d'exclusion. Je vais vous expliquer pourquoi. Je ne sais pas si un jour vous avez déjà regardé votre acte de naissance. Pour voir, c'est marqué paysan. Paysan. Mais à partir de là, Haïti, c'était un système d'apartheid. Il y a 2 sortes d'Haïtiens à partir de là. Maintenant, il y a 3 sortes d'Haïtiens. Un Haïtien, et encore, on parle surtout les gens dans dehors. Dans dehors de quoi? Alors, on va voir qu'il y a des gens qui naissent dans la ville, les gens qui naissent à la campagne. Et maintenant, il y a une 3e catégorie d'Haïtiens, les Haïtiens qui vivent à l'extérieur. Oui. Les Haïtiens de la diaspora. C'est ce qu'on parle aujourd'hui. Aujourd'hui, oui. Bon, voilà, mais comment vous expliquez ça? Quand vous parlez, c'est qu'il faut qu'on arrive à bien expliquer les gens le problème pour qu'ils puissent agir. Agir, oui. Qu'est-ce que vous pouvez apporter de tout ça? J'ai appris qu'il y a pas mal de candidats là, dans la diaspora haïtienne à la présidence, qui se préparent pour bientôt. C'est qu'il n'y a pas de restriction, apparemment. Il n'y a pas de restriction. Il y a pas mal de candidats pour les prochaines élections présidentielles. Ok. Ça veut dire qu'il n'y a pas de restriction ou c'est parce qu'ils n'ont pas la nationalité d'un pays étranger? Oui, je pense, oui. Si vous avez la nationalité française, par exemple, vous ne pouvez pas être président. Donc, si on arrive à faire comprendre à cet électorat haïtien, malheureusement, qui ne voit pas très loin, si on arrive à les faire comprendre gentiment qu'il faut arrêter de voter pour des gens, malheureusement, qui ne sont pas capables de les représenter, je vais essayer d'être poli, parce que ça m'arrive parfois d'être grossier, je vais essayer d'être poli, et pendant l'émission, s'ils arrivent simplement d'arrêter de voter des gens et parce que c'est une connaissance, parce qu'il y a une affinité, c'est un membre de la famille ou c'est quelqu'un qui est capable de leur donner, je ne sais pas, un repas chaud quand ils ont faim, mais plutôt de voter quelqu'un qui est capable de les représenter à tous les niveaux dans la société, quelqu'un qui incarne un projet de société, une alternative politique. Donc voilà, ça aurait été mieux pour leur émancipation. D'accord. Mais est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a également entre les Haïtiens qui vivent en Haïti et les Haïtiens qui vivent à l'extérieur, ce qu'on appelle la diaspora, qu'il y a un « je t'aime, moi non plus ». La diaspora qui vit en Haïti a une perception de la politique haïtienne et nous qui sommes à l'extérieur du pays, on a une autre perception de la politique haïtienne. Qui est dans le vrai entre ces deux? Eux, ils sont sur place. Ils vivent les choses. C'est un peu perplexe. Okay. Parce que celui qui vote pour Milgood, vous allez passer votre vie à le critiquer. Mais il continuera à voter pour Milgood. Okay. Où est le problème? Ventre affamé n'a point d'oreille. Le mec qui a faim, et on a parlé tout à l'heure de la croissance économique. La Banque centrale haïtienne n'investit pas dans cette croissance.
J'ai oublié de vous dire le taux de croissance haïtienne. Combien il est ce taux de croissance? C'est combien? Vous n'allez pas me croire. 1,5%. C'est le taux de croissance. Par an ou... Par an. 1,5%. C'est formel ou informel? Vous rendez compte? Les économistes appellent un taux de croissance de 1,5%. Ils appellent ça un taux de croissance négatif. C'est comme ça qu'ils appellent ça. Ça veut dire qu'on ne va même pas parler de croissance en Haïti. Ce n'est pas moi qui appelle ça taux négatif. Ce sont les économistes. Les experts de l'économie, de la finance. C'est un pays racheté. Voilà. Du point de vue économique. Donc, vous comprenez maintenant que c'est normal que nous avons un électorat, malheureusement, qui vote pour Mille Goudes. Mais est-ce que c'est nous qui avons créé le système? Est-ce que ce ne sont pas les gens en Haïti? On va essayer de comprendre. Ceux qui gouvernent, ou bien ceux qui sont dans la classe décidante. D'accord? La classe des décideurs. Oui. Cela veut dire que les importateurs, les commerçants, les politiciens surtout, est-ce que ce n'est pas une politique pour garder la population soit dans la faim ou dans la soif afin de la manipuler plus facilement? Je disais tout à l'heure que c'est depuis 1990 que nous avons fait ce choix d'investir dans l'importation Okay. Bien, au lieu d'investir dans la nous croissance. sommes une société de consommation. Consommation. D'accord. Depuis 1990 avec Jean-Bertrand Aristide. Ça veut dire que tout est fait dans le système pour maintenir le peuple dans l'ignorance. Je voudrais bien vous poser une question. Dans l'obscurantisme. Est-ce que c'est avec Jean-Bertrand Aristide, sans être un Lavalassien? Parce que moi je me rappelle, après le départ de Jean-Claude Duvalier en 1986, il y avait le CNG, c'était M. Henri Nanfi, mais il y avait un premier ministre, un ministre des Finances, pardon, qui s'appelait Jean Delatour. Rappelez-vous bien, c'est sur Jean Delatour. Mais c'était Leslie Delatour qui était à Banque Centrale à l'époque. Hein? Jean Delatour. Delatour. Ah, c'était Jean, ok. Voilà, qui a tout fermé. Et c'était cette politique-là. C'est de là que Nanfi a fait rentrer du riz, et ce qu'on appelle du riz de Miami. Oui. Alors, depuis ce moment-là, ils ont fait le choix d'une société de consommation. Ça confirme ce que je viens de dire. Voilà. Oui. Alors, c'était juste pour dire que peut-être ça avait continué sur les Lavalassiens, mais ce n'était pas Lavalas qui avait mis le système. Le système était déjà là, déjà. Oui, le système était déjà là, d'accord. Donc, peut-être Aristide a peut-être instrumentalisé le système. Personne n'a changé ce système. Cela veut dire que un investissement viable, un investissement durable pour que Haïti soit un pays... Ils font des simulacres, mais ils ne veulent pas vraiment changer le système financier haïtien. Ils ne veulent pas mettre en place une politique monétaire qui soit capable d'attirer des actionnaires à venir investir dans le pays. On va parler de Préval. Préval, Aristide est parti, c'est Aristide qui nous a donné Préval. Quand Préval est arrivé au pouvoir, il avait quoi? Un programme de production nationale. Tout le monde croyait que, effectivement, enfin, on allait investir dans la croissance. Vous vous rappelez comment ça appelait son parti? Quels sont devenus les tracteurs que Préval? Son parti. Vous vous rappelez? Le parti de Préval. C'était Présence paysanne ou quelque chose comme ça? Bon, je ne sais plus. Mais je sais qu'il avait fait venir des tracteurs de Taïwan, pas mal de tracteurs. Il a dit, même agressé, on en avait. C'est Josaphat qui gérait les tracteurs. Il y avait pas mal de tracteurs agressés. Tout le monde croyait que la production nationale allait prendre un élan exorbitant, phénoménal. Okay. Après, je ne sais même plus où sont passés les tracteurs. Ok. Donc, Jovenel Moïse est arrivé. Moi, je ne suis pas là pour critiquer. Moi, je ne voulais même pas parler de la politique. Jovenel Moïse est arrivé avec une histoire de banane. Ça encore, c'était une politique de façade. C'était une politique de façade pour amadouer, oui. Pour amadouer la population, pour faire quoi? Vraiment, lui, il était inscrit dans une dynamique de production, de machin, etc. Et il a pris le pouvoir, il est arrivé au pouvoir. Qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, tous les bananiers qui étaient avec lui, ils sont tous arrivés au Palais National, ils sont tous dans des voitures conditionnées, machin, on les voit plus dans la banane. Ok. Bon, maintenant, l'État haïtien
d'après ce que je comprends, d'après ce que vous avez dit, d'après ce que nous avons déjà vu, d'après ce que nous avons déjà dit, l'État haïtien a fait un choix. Oui. C'est le choix de la politique de la consommation. Oui. Mais étant de donné la consommation, de l'importation. Il faut rajouter l'importation. De l'importation. Oui. Ok. Étant donné que nous n'avons rien produit, nous consommons tout venant de l'extérieur. L'extérieur, oui. Ok. C'est un choix économique, financier et politique. Oui. Maintenant, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de devise. Pour acheter à l'extérieur, il faut avoir de dollars américains. Oui. Maintenant, puisqu'il n'y a pas de dollars américains, il y a un seul groupe de personnes qui peut envoyer de devises, de dollars américains, eh bien c'est la diaspora haïtienne. Oui. Maintenant, nous avons tout dit, si ils étaient intelligents, d'après moi, ils auraient pu comprendre que ce groupe de personnes, cette masse de personnes a une importance capitale. Mais ils n'ont même pas l'intelligence pour comprendre ça. Mais c'est le serpent qui se mord la queue. Que pensez-vous? Ils produisent quand même un minimum de devises, ok? Ils produisent quand même un minimum de devises. Ils exportent 15%. Ça ne représente pas grand-chose, c'est pratiquement la moitié de ce qu'ils importent. Ils importent en moyenne entre 28 à 30%. Mais ils exportent quand même 15%. Bon, je ne vais pas terminer l'émission pour ne pas dire ça. Parce que c'est important de souligner qu'ils exportent 15%. La balance est déséquilibrée. Ah, oui, il n'y a pas d'équilibre. Il y a un déséquilibre macroéconomique. Attends, vous importez 30%, vous exportez 15%. Vous voyez? Donc, mais les 15% qu'ils exportent, ils ne peuvent pas acheter de devises avec. Ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant pour la consommation locale. Une autre industrie qui pouvait produire des devises, alors c'est un peu exorbitant son raconte, produire des devises. Bon, c'est vrai que nous, on ne va pas produire de dollars américains, mais quand on exporte de la marchandise, on fait rentrer des dollars. Et c'est là maintenant qu'on allait freiner l'hémorragie. L'hémorragie de cette montée explosive du dollar américain par rapport à la gourde. Vous voyez? Si on pouvait produire des devises, exemple, si on pouvait faire venir des touristes, les touristes allaient ramener des devises dans le pays. Alors, figurez-vous, si les touristes ramènent des devises et qu'on exporte, alors notre exportation passe de 15% à 50%, en vérité, la gourde sera stable. Oui. Donc, la Banque centrale aurait pu répondre à sa mission qui est la stabilisation de la monnaie nationale. La Banque centrale a failli à sa mission. Je ne suis pas là pour critiquer, mais là, je ne suis pas là pour dire non plus qu'ils sont incompétents, parce qu'ils sont en train de faire des réformes, je le disais tout à l'heure. Mais la Banque centrale a failli à sa mission qui est de stabiliser les flux financiers, de stabiliser, de réguler le marché financier, notamment la gourde nationale. Parce que la mission principale de la Banque centrale en Haïti, c'est la gestion de l'offre, qui est la gourde. C'est de gérer la gourde. Éviter qu'il y ait une déplétion considérable de la gourde par rapport au dollar. Mais jusqu'à présent, il n'arrive pas à gérer ce flux financier. De toute façon, c'est leur job, c'est à eux de faire ce travail, mais pendant ce temps que la population haïtienne est en train de mourir. Oui, malheureusement. Je dis bien est en train de mourir, puisque à un certain moment, il va y avoir de graves problèmes en Haïti. Si nous achetons beaucoup de choses que nous consommons, venant de l'extérieur, mais quand nous n'avons plus de l'argent pour les faire venir, c'est qu'il va y avoir beaucoup de problèmes de la faim, Que pensez-vous? Vous savez ce que ça veut dire quand vous achetez des produits à l'étranger pour les vendre dans votre pays? C'est-à-dire que la gourde que vous avez, vous allez créer des emplois à l'étranger avec. Oui.
C'est ce que ça veut dire. Hein? Parce que vous achetez, vous savez combien ça représente? 5,6 milliards de dollars. C'est la somme qu'on injecte dans l'achat, dans le commerce en fait. Voilà. Puisque la consommation, c'est le commerce. On achète pour vendre, c'est le commerce. Donc, on injecte 5,6 milliards de dollars dans le commerce. Vous savez, c'est 5,6 milliards de dollars. Ce que ça fait travailler des entreprises à l'étranger. Ok. Oui, parce que on va rester d'une façon basique. Haïti, par exemple, Haïti et République dominicaine, on est sur la même terre. En Haïti, on peut produire de bananes, on peut produire de maïs, on peut produire tout, etc. Mais c'est quand même très grave quand on voit que un Haïtien a besoin d'un citron, il faut l'acheter en République dominicaine. Il y a un grave problème. Ça veut dire que, est-ce que nous ne sommes pas en train de se suicider? Est-ce que ce n'est pas un choix? C'est un choix que nous avons fait. Oui, l'État a fait un choix, oui, de consommer l'importation. Mais d'après vous, comment peut-on inverser un tel système? Chambarder le système. Chambarder comment? De fond en comble. Comment ça? Et en les parlant, comment on fait, etc. Bon, je ne peux pas donner le mode, le mode opératoire puisque je suis sur un plateau télé, donc voilà, et tout le monde me voit, je ne peux pas donner le mode opératoire, mais il faut chambarder le système de fond en comble pour que on crée une nouvelle Haïti. Mais tout le monde est en train de prôner une nouvelle Haïti, ça veut dire qu'il y a un besoin de pondre une nouvelle Haïti. Mais tout le monde est en train de prôner, il y a même des forums qui sont baptisés Nouvelle Haïti. Ok, bon, cette nouvelle Haïti que vous parlez, mais Haïti c'est qui? Mais c'est vous, c'est lui, c'est l'autre, c'est moi. C'est que quand on dit que Haïti là, est en train de mal vivre, mais ce sont les gens qui sont en train de mal vivre. Mais il faut que les gens agissent. Les gens peuvent agir aussi. Ah oui, c'est un grave problème parce que maintenant, dans la population haïtienne est prise entre l'enclume et le marteau. Et le marteau. C'est que cette population a faim et celui qui veut gagner la place politique, on lui offre 1000 gouttes pour aller voter. Une fois arrivé au Parlement, eh bien, ces gens-là ne font rien pour cette population. Oui. Mais où arrivons-nous? Parce que malheureusement, le système, il est fait comme ça. Et je ne sais pas qui a la solution, mais le système, malheureusement, il est fait comme ça. Et moi-même qui suis devant la caméra, je suis en train de vous donner mes théories. Je ne suis pas sûr qu'une fois arrivé au Parlement haïtien, que je vais pouvoir faire grand-chose. Hein. Ah ouais? Je ne suis pas sûr. Mais qu'est-ce qui se passe alors? Parce que le système, il est fait comme ça. Il faut faire avec, c'est soit vous faites avec, ou sinon vous fichez le camp. Alors, si je comprends bien, nous sommes des condamnés, nous sommes des damnés de la terre. Haïti, c'est foutu alors. Il y a quand même de l'espoir, puisque je connais des gens dans la diaspora haïtienne qui sont déterminés à aller briguer des postes électifs en Haïti. Mais si c'est le système, ces gens-là sont en minorité. Ah bien voilà. Ils vont pouvoir éclater le système. Voilà, il faut bien des gens comme vous, vous n'allez pas passer votre vie à faire des émissions, mais il faut aussi vous impliquer dans la politique de votre pays. Non, je m'implique aussi. Puisque moi, je suis dans mon rôle. C'est que mon rôle, c'est quoi? La première chose qu'il faut faire, il faut sensibiliser les gens. D'accord. Il faut les informer. Il faut les former. Oui. Et il faut les éduquer. Oui. Là, maintenant, ce sont des citoyens bien informés qui vont agir. Parce que dans une société, chaque personne a sa place. Et tout le monde ne peut pas être politicien. Tout le monde ne peut pas être présentateur de télé. Tout le monde ne peut pas être mécanicien. Tout le monde ne peut pas être un médecin. Mais chaque personne a sa place dans la société pour avoir une société harmonieuse. Bon, maintenant, nous arrivons au terme de notre émission. C'est que, monsieur Jean-Yves Joseph, vous avez dit beaucoup de choses. Je pense que beaucoup de choses que les gens devraient comprendre, les gens devraient appliquer, les gens devraient entendre. D'accord? Oui. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une dynamique et je peux dire vraiment délétère. Peut-on parler de dynamique? Mais j'aimerais bien que pour les amis téléspectateurs qui nous regardent, bon, d'après tout ce que nous avons dit, est-ce que vous pouvez faire une synthèse
pour que les gens puissent retenir les points forts. D'accord. Ok, merci. Alors, la synthèse que je veux faire, c'est que, en dépit de tout, cette diaspora, c'est une diaspora responsable, une diaspora qui est quand même soucieuse du développement socio-économique et politique de ce pays. Et on a su faire preuve de notre détermination à pouvoir accompagner la population quand il y a par exemple des cyclones, des cataclysmes naturels pendant le tremblement de terre. Et voilà, la diaspora a toujours été présente pour accompagner la population et on est encore présent puisque je viens de dire qu'on transfère en Haïti 3,2 milliards de dollars dans l'économie de notre pays. Ça prouve qu'on a cet élan de solidarité, il y a cet esprit d'entraide, on veut absolument que les choses changent malheureusement et sur le plan politique, on ne peut pas faire grand-chose. Je dois rajouter encore une dernière chose, c'est que cette diaspora veut investir de l'argent dans l'économie de ce pays. Contrairement à ceux qui disent que la diaspora n'est pas solidaire. Ce n'est pas que la diaspora n'est pas solidaire. Si moi je peux aller investir en Haïti en individuel, en entreprise individuelle, j'aurais pu aller en société anonyme. Hein? Si je peux prendre mon argent, je peux transférer mes capitaux en Haïti pour investir en entreprise individuelle. Ok, bon, je ne suis pas là pour raconter ce que j'ai fait en Haïti en termes de développement, puisque ce n'était pas le but de cette émission. Un entrepreneur. Oui, mais j'ai fait plein de choses en Haïti. En 2005, j'avais un cybercafé à Ariel Alert. Quand il y avait à Itel, j'avais pris une antenne à iNet qui me coûtait dans les 1500 $ américains. J'ai pris 2 lignes internationaux à Packetet aux États-Unis. Je faisais des appels internationaux, États-Unis, Canada, la France. Donc, cette entreprise a fonctionné de 5 ans jusqu'au séisme. Le séisme a tout écrasé. Donc, à un moment donné, ce que j'ai fait, j'avais perdu tout ce que j'ai fait, tout ce que j'avais, tous les investissements que j'avais fait, j'avais tout perdu. Après, je suis reparti en Haïti en 2013, je suis rentré dans le salon de coiffure. Donc, j'ai créé pas mal de salons de coiffure en Haïti. Je vis encore de ces salons de coiffure en Haïti. Donc, j'ai créé pas mal d'emplois. J'ai une vingtaine de salariés qui travaillent en Haïti. C'est moi qui les paye en étant en France. Okay. Parallèlement au salon de coiffure, j'ai créé un restaurant baptisé La Grisséoise. J'ai créé encore des emplois. Et en sortant de la restauration, que je n'ai pas quitté, hein, donc parallèlement à la restauration, j'ai créé une société avec quelques amis, avec quelques partenaires. On a créé une pondeuse et qui existe encore. Donc j'ai créé pas mal de choses. Si je pouvais créer toutes ces choses-là en individuel, j'aurais pu aussi créer en actionnaire. Mais sauf que pour créer un actionnaire, ça va demander un investissement beaucoup plus important. Mais étant donné que les conditions ne sont pas réunies, Haïti est fragile. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est FMI qui a dit que Haïti est d'une fragilité extrême, compte tenu des problèmes politiques, compte tenu de l'insécurité. Haïti est dans une extrême fragilité. Donc, puisque c'est ainsi, on ne peut pas emprunter de l'argent à l'étranger pour faire un investissement important en Haïti. Il n'y a pas l'assurance derrière. Il n'y a pas l'État qui va pérenniser cet investissement. Vous voyez? Donc, quand on réfléchit à tout ça, on dit on ne peut pas, malheureusement, investir de fortes sommes d'argent en Haïti. Ce n'est pas une question qu'on n'est pas solidaire ou autre chose. On est solidaire. On veut voir cette nouvelle Haïti. Malheureusement, les conditions ne sont pas réunies pour faire de tels investissements. D'accord. Merci, M. Jean-Yves Joseph. C'était un très grand plaisir de vous recevoir sur Trans TV International. Chers amis téléspectateurs, nous vous remercions infiniment de nous suivre. Et puis, ce sera pour une autre fois, pour une autre rubrique. C'était Lionel Portin pour Trans TV International. Merci.